nous souhaitons vous présenter deux projets sur la ville d'Avignon, deux projets de la ville d'Avignon, le quartier durable méditerranéen Bel Air et l'écoquartier Jolies-Gens. Voilà. Donc bonjour à toutes et tous. Moi, je voulais faire simplement un chapeau introductif pour essayer de donner à voir ce qu'est la dynamique urbaine et territoriale qu'essaye effectivement d'impulser la ville d'Avignon depuis quelques mois maintenant. Nous avons décidé de faire un focus, comme vient de le dire Bruno Grenier, sur deux zones d'aménagement donc, qui s'inscrivent dans des projets urbains de développement, on va dire. Mais la ville d'Avignon est aussi mobilisée sur des projets de renouvellement urbain. Et ce qui caractérise, c'est qu'à aujourd'hui, ce sont quasiment tous les quartiers, finalement, de cette ville. Alors, Avignon, ville moyenne, 93 000 habitants, c'est à peu près pour la situer, au cœur d'une agglo qui en compte 180 000. Et donc, à la fois des projets de renouvellement urbain et des projets de développement urbain. Peut-être juste deux mots sur les projets de renouvellement urbain. Ils concernent à la fois le centre historique de la ville d'Avignon, qui est un centre éminemment patrimonial, et sur lequel nous portons aussi des projets d'aménagement public, à la fois par de la requalification d'espaces publics, que ce soit des places et des rues, avec l'objectif d'apaiser ce centre-ville du point de vue des circulations et des mobilités. Et ensuite aussi avec des projets de rénovation et réhabilitation de bâtiments qui sont situés dans ce centre historique et qui, pour certains d'entre eux, étaient abandonnés depuis près d'une décennie. Je pense notamment au site de l'ancienne prison Sainte-Anne, qui est au cœur aussi de notre centre-ville et sur lequel, dans le cadre d'un appel à projet, nous venons de choisir une équipe. Donc là, on est sur des enjeux de rénovation-réhabilitation qu'on trouve dans tous les centres historiques patrimoniaux, on va dire, avec l'objectif, pour une ville moyenne, d'essayer de redonner de l'attractivité à ce centre-ville, y compris de niveau commercial, puisque, comme beaucoup de villes moyennes en France, nous sommes fortement concurrencés par des centres commerciaux qui sont positionnés à la périphérie de la ville d'Avignon. Un autre quartier qui est affecté par du renouvellement urbain, c'est les quartiers sud d'Avignon. Donc là, on est dans une autre réalité. Ce sont les quartiers populaires de la ville d'Avignon, ceux qui se sont développés dans les années 70-80. Donc on est sur de l'habitat collectif à forte proportion de logements sociaux. À peu près 80% de logements sociaux constituent le parc d'habitat dans ces quartiers sud. Et ce qu'il faut en termes juste de poids démographique, ces quartiers sud et ces quartiers nord-est qui sont donc inscrits dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain porté par l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est 27 000 habitants. Donc sur 93 000, vous voyez que c'est une part importante de la population qui est concernée. Et là aussi, on est sur des quartiers qui ont été pendant longtemps abandonnés des politiques publiques, délaissés, donc un peu avec les stigmates qu'on retrouve dans tous les quartiers, malheureusement, d'habitat collectif des villes françaises, et donc avec une grosse ambition en termes de rénovation, réhabilitation à la fois du parc de logement, mais aussi des équipements et des espaces publics. Mais nous avons décidé, donc, dans le cadre de notre présentation d'aujourd'hui, de plutôt faire le focus sur les projets portés par la ville de développement urbain, comme le disait tout à l'heure Bruno Grenier. Aujourd'hui, il y en a 4. Il y a un projet qui s'appelle Agroparc, mais qui vit sa vie, on va dire. C'est un projet qui a été impulsé à peu près il y a plus de 20 ans maintenant. Donc on voit que c'est un aménagement qui, lui, s'est inscrit et a trouvé sa croissance, on va dire, à la fois en termes de développement économique et de développement urbain. Ensuite, il y a un projet qui est en devenir, qui est le projet d'Avignon Confluence, et qui est un projet stratégique pour nous, puisqu'il est positionné juste à côté de la gare TGV, qui est située au cœur de ce site d'Avignon Confluence. Et sinon, donc, les deux quartiers dont nous allons vous parler, l'écoquartier Jolies-Gens, situé dans la partie sud de la ville d'Avignon, et le quartier durable méditerranéen Bel Air. Juste pour dire comment la ville elle a souhaité impulser une dynamique territoriale et urbaine dans ces quartiers, et comment elle s'est tournée surtout vers ses maîtrises d'œuvre, et donc les deux agences et les équipes d'architectes qui nous accompagnent. On a voulu positionner une certaine exigence en termes de qualité urbaine,
qualité paysagère et qualité environnementale dans la manière de concevoir ces deux nouveaux quartiers. Et notamment parce qu'on a un défi à relever dans notre ville qui est d'essayer de faire passer le message qu'on peut faire du beau dans du moderne et dans du neuf. Ce que je disais tout à l'heure, dans une ville qui est éminemment patrimoniale, ben souvent la qualité de vie et la qualité d'habiter et la qualité urbaine, elle est rattachée au centre historique et pas forcément au quartier périphérique. Et qui plus est, avec des quartiers périphériques, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui sont pour beaucoup d'entre eux des quartiers d'habitat collectif et donc qui représentent plutôt une dégradation, on va dire, en termes de qualité de vie. Et donc vraiment, que ce soit avec l'agence de Villers ou avec l'agence Tangram, le message qu'a voulu faire passer l'équipe d'élus qui m'accompagne, c'était de dire, voilà, nous, on veut vraiment être sur une qualité dans ce qui va être proposé, que ce soit en termes architectural et surtout en termes de qualité de vie. Parce que l'objectif pour la ville, c'est d'essayer de passer le cap des 100 000 habitants. On n'est pas loin, 93 000, c'est pas très loin, sauf que Avignon, comme beaucoup de villes moyennes aussi, depuis 2 décennies, c'est plutôt une ville qui perdait de la population, qui en tout cas connaissait une population plutôt en stagnation. Ces 2 dernières années, on voit que ça repart un petit peu à la hausse. Donc l'objectif, c'est d'essayer de pouvoir accueillir au sein de la ville des familles et des ménages, notamment des jeunes ménages et jeunes actifs qui démarrent, on va dire, dans leur activité et dans leur vie active et qui se disent, ouais, tiens, on peut aussi vivre bien à Avignon en étant dans ces nouveaux quartiers avec, comme je disais à l'instant, l'idée aussi dans chacun de ces quartiers de s'appuyer sur ce qui fait aussi l'identité de notre ville. Avignon, ça a toujours été une ville à la campagne ou une ville nature. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours une interpénétration assez forte entre le tissu urbain et très vite la présence du tissu naturel et agricole. Et donc là aussi, vous allez voir comment les 2 agences ont intégré en fait cette identité et qui du coup est une identité paysagère forte, mais aussi quand on est justement dans des nouveaux quartiers où on essaye d'être dans des quartiers plus apaisés du point de vue des circulations mobilité, d'être dans des quartiers aussi où on redonne la place à la nature et où il y a une vraie qualité environnementale qui est recherchée. Et bien le fait d'avoir cette identité paysagère qui est de là où on part, et comment on la préserve et on la revalorise finalement en l'intégrant dans un projet urbain, ça a été aussi l'une des dimensions, je crois, auxquelles se sont frottées les 2 équipes. Mais je vais laisser vous présenter ces aspects-là. Voilà, donc nous allons commencer par la ZAC Bel Air, et donc la parole est à Monsieur Christian de Villers. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez tourner un tout petit peu pour que je vois quelle image? Voilà. Bon, donc je vais vous présenter donc ce quartier. Donc, il y a une équipe dans laquelle il faut noter une forte préoccupation environnementale et le fait qu'il s'agit d'un quartier, le premier quartier labellisé quartier durable méditerranéen, un peu à la suite du label bâtiment durable méditerranéen, puisque les labellisations et les objectifs de développement durable sont quand même un peu spécifiques à l'ère méditerranéenne. Ce n'est pas les mêmes qu'en région parisienne, évidemment. Voilà, donc c'est un peu au passage. Alors, on peut passer, je crois. Voilà, donc, et même la suivante. Voilà, donc on est dans un axe de requalification urbaine dont Madame L vient de vous parler à l'instant, qui justement reprend un peu comme ça en enfilade les quartiers populaires des années 70-80 pour essayer donc de les rénover et aussi de leur donner des voisins, une diversification sociale, etc. Donc ce quartier, c'est aussi, évidemment, comme la plupart des quartiers que nous faisons, c'est aussi un mode de mixité, de manière d'introduire de la mixité dans la ville. Alors il s'agit d'un terrain qui est en déprise agricole pour la plus grande partie, mais qui est complètement enfermé presque dans le tissu urbain, donc qui a vraiment vocation à s'urbaniser et assez proche du centre. Et assez proche également, c'est les petites flèches que vous aviez vues précédemment, d'un axe de développement routier qui contourne l'agglomération et qui va passer à proximité, et également à l'extrémité d'un TCSP en cours de réalisation, donc bien desservi. Donc il reste aujourd'hui une parcelle
la suivante, une parcelle qui est encore occupée par un agriculteur avec des serres, qui restera le plus longtemps possible, enfin disons jusqu'à là. Ça sera la dernière tranche du quartier, en tout cas. Alors, dans ce projet, je dois dire, nous nous sommes fait très plaisir, parce qu'avec une idée très simple, mais pas très courante, qui consiste à dire, surtout ne faisons pas de voirie. C'est-à-dire, au lieu d'engendrer la ville par la voirie, par le tracé des rues, comme ça se fait depuis les Grecs, toutes les villes du monde se sont construites à partir d'une trame de rue. Voilà. Et ben nous, on s'est dit, non, on oublie la desserte, on oublie les rues, on oublie... et on va, au contraire, partir de la structure paysagère qui, ici, vous le voyez, est constituée de haies de cyprès. Je pense qu'on peut mettre la suivante. Des haies de cyprès qui forment ce qu'on appelait des chambres. Et dans ces chambres, on va s'installer pour habiter. Voilà. Puis après, on va voir comment on y va, comment on le dessert. Et surtout, le plus légèrement, le plus discrètement possible. Et autant il y aura de la continuité, on peut mettre l'image suivante, il y aura de la continuité en matière de circulation des piétons, des vélos, etc. Donc il n'y a pas d'impasse, on n'est pas dans ces lotissements en raquettes, vous voyez, dont on ne peut jamais sortir, qui sont des nasses. Là, pas du tout, on est dans un espace complètement ouvert et transparent à l'usage, mais où les voitures ne font que contourner ou accéder momentanément. Donc tout le centre, c'est une zone de rencontre. Et on va reparler après. La suivante. Alors, donc, voilà, ces chambres, c'est des champs qui étaient soit des vergers, soit des potagers, qui étaient séparés par des cyprès coupe-vent. On est dans la vallée du Rhône et le vent peut être très violent, comme vous le savez. Vous avez ici des exemples qui montrent que, en fait, nous ne sommes pas les premiers à faire ça. C'est-à-dire que cette structure paysagère a profondément structuré l'urbanisation des faubourgs d'Avignon. Peut-être pas le centre-ville, en tout cas les faubourgs, les beaux faubourgs d'Avignon sont structurés comme ça. Et on pourrait citer des tas d'autres exemples. Prenez les murs à pêche à Montreuil, par exemple, bien connus, et qui constituent l'armature urbaine du centre de Montreuil, et qui restent encore là avec des murs entre les... Bon, ben ici, c'est pareil. On garde les cyprès, on va les traiter, on va peut-être les écrêter un petit peu, on va les tailler pour avoir plus de transparence, on va améliorer un petit peu, mais on les garde comme véritablement définition de l'îlot. Donc ça nous amène à faire un nouveau type d'îlot complètement différent qui s'installe entre deux haies de cyprès. Donc vous avez la chambre ici, voilà, entre deux haies de cyprès. Alors on peut mettre un immeuble un peu plus haut, puis un plus petit devant, enfin, ou des maisons individuelles. Bien sûr, le deuxième critère, c'est l'orientation. Alors, évidemment, ces haies de cyprès sont coupe-vent, donc elles sont perpendiculaires au Mistral, et évidemment perpendiculaires au soleil. Donc il y a un côté ensoleillé et un côté à l'ombre, et donc on installe les constructions de façon à profiter évidemment au maximum du soleil et être protégé du vent. Alors, voilà donc ce que ça donne. Alors, ceci n'est pas évidemment encore de l'architecture, Ce sont des simulations. On les a poussées assez loin pour vraiment bien comprendre comment on pouvait s'installer là-dedans. Donc vous avez le plus possible de mixité morphologique, de mixité sociale évidemment aussi, il y aura un petit peu d'activité, il y aura de l'enseignement, etc., mais de mixité morphologique, c'est-à-dire qu'on mélange systématiquement le collectif, l'intermédiaire, l'individuel, pour former des îlots complexes, dont la périphérie et les haies de cyprès, et puis des accès. On intègre également du stationnement souterrain sous les collectifs et du stationnement à l'air libre, en général à l'ombre des cyprès, donc côté sud de la chambre, puisqu'on vise une urbanisation économique. Parce que, comme l'a dit Madame L, le problème, c'est de retenir des familles qui vont vivre à la périphérie parce qu'il y a de la place et parce que c'est moins cher, comme partout. Et donc, il faut leur donner quelque chose qui ait le même niveau d'offre économique et de qualité. Donc, dans l'image suivante, vous avez donc l'idée de mixité fonctionnelle. Il y a différentes fonctions représentées dans ce quartier. Et dans l'image suivante, la répartition entre collectifs intermédiaires individuels. Vous voyez, c'est
c'est tout à fait mélangé. Et le concept de chambre va très bien avec ça, puisqu'on va mettre les petits bâtiments côté sud et puis les grands bâtiments plutôt du côté nord. Une image vue d'avion qui vous montre l'insertion dans le paysage. Alors, il faudrait la zoomer un peu plus pour voir mieux, mais ce n'est pas possible. Et on va continuer. Donc, vous avez ici le plan d'aménagement des espaces publics. On peut passer peut-être directement à la trame viaire. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous voyez qu'à gauche, vous avez une voie A qui est une voie à 30 km/h. Toute la circulation est pacifiée. Et pour le reste, il s'agit de zones de rencontre, donc à 20 km/h, où les voitures ne peuvent pas ni traverser ni stationner durablement, mais donc doivent aller stationner dans leur parking. Et avec une trame d'espace public de piétons et de circulation douce, au contraire, très développée, puisque tous les îlots sont traversés par ces circulations douces. Alors, dans cette trame urbaine et paysagère, on traite les eaux pluviales avec des systèmes de jardins inondables, comme on le fait aussi à Nice-Méridia en ce moment. On a dans le sud des précipitations qui peuvent être extrêmement violentes, et maintenant on a des normes, évidemment, de tamponnement des eaux pluviales très fortes. Et donc là, on a décidé systématiquement de traiter cette question en stockant l'eau dans des noues, bien sûr, qui font des rues paysagères, et dans ces espaces verts que vous voyez ici, qui sont inondables jusqu'à une hauteur d'1 mètre de haut, et qui évidemment se remplissent progressivement, puis se vident en quelques heures. Alors, donc dans l'image suivante, vous voyez des coupes là sur ces espaces inondables. Dans l'image suivante, vous avez une vue d'artiste qui n'est pas, à mon avis, malheureusement, pas très parlante. On a l'impression que tout est un peu trop grand, enfin c'est un peu grand angle. Donc imaginez quelque chose d'un peu moins ouvert quand même. Et dans l'image suivante, peut-être, là aussi un peu trop grand angle, une chambre entre ces haies de cyprès avec une architecture contemporaine, mais où on a mis dans le cahier des charges la volonté d'utiliser des beaux matériaux, la pierre, la céramique, le bois, etc. Donc on aimerait par exemple qu'il y ait beaucoup de pierres, ce qui est parfaitement possible parce que la Provence est très riche, enfin toute la région autour d'Avignon, très riche en pierres, en carrières artisanales qui produisent de la pierre à des coûts tout à fait abordables. En ce qui concerne le programme, peut-être Bruno voulait reprendre la parole sur le programme ou... Oui, je peux le faire rapidement, donc pour aller très très vite maintenant, parce que le temps passe aussi en même temps. Donc le programme global, vous voyez, donc 950 logements sur 27 hectares. Donc c'est un projet relativement dense, je dirais, à l'échelle d'Avignon, pas très dense peut-être pour des grandes villes comme Paris, avec quelques équipements publics, un collège privé, école primaire privée au sud-est, qui sera la première opération de ce quartier, et puis une extension de la chambre de commerce, également dans la partie ouest par contre, et au centre, un probable groupe scolaire public. Voilà. Quelques commerces de stricte proximité, bien entendu. Voilà la répartition des 950 logements, la répartition entre l'individuel, l'intermédiaire et le collectif, les surfaces d'activité. Donc il y a une vraie volonté, comme l'a bien dit M. De Villers, de créer à Avignon du bâti d'une très très grande qualité qui n'existe pas aujourd'hui à Avignon et notamment en périphérie. Donc une véritable volonté de renouveler la production de logements à Avignon, donc source vraiment, signe d'une nouvelle attractivité d'Avignon. Voilà donc dans quel phasage le projet va se faire à partir du sud-est, en direction de la phase 3, qui est le seul secteur non maîtrisé aujourd'hui. Voilà, ça c'est la carte de la maîtrise foncière. Donc cette opération, si elle se fait, je le dis volontairement, c'est lié aussi à une politique de la ville de réserve foncière avec son outil Société d'économie mixte. Et c'est, je pense, quelque chose qui est important. Voilà, la démarche quartier durable méditerranéen, je ne vais pas dire grand-chose, hormis le fait que c'est le QDM et
et je dirais à la labellisation écoquartier national, ce qu'est le BDM à la labellisation HQE, pour résumer. Hein, c'est une forme d'adaptation locale aux problématiques climatiques locales méditerranéennes des problématiques d'écoquartier au plan national. Voilà, sur le plan du planning, c'est une opération qui est aujourd'hui pratiquement opérationnelle. Il ne reste plus que les questions de loi sur l'eau qui sont à régler, qui sont en instruction actuellement. Et les premiers programmes vont sortir fin 2017. Hein. Voilà. Hein. Donc je pense qu'il faut consacrer quelques instants aux questions avant de passer au programme suivant. Mais qu'est-ce que vous allez imposer comme cahier des charges aux promoteurs pour faire en sorte que ces habitats soient des habitats de grande qualité? Parce que je vois votre ratio de logement par mètre carré, on est quand même sur des formats assez standards, on sait ce que c'est des pièces relativement modestes, ainsi de suite. Donc c'est quoi pour vous aujourd'hui la qualité dans alors, si vous voulez, on pourra vous transmettre le cahier des charges de l'opération. C'est beaucoup de choses. Ça va disons, du rapport entre le bâtiment et son environnement immédiat, donc qui est particulièrement important ici. Bon. Ça va, évidemment, ça prend en compte le traitement des espaces extérieurs. Alors, on a parlé de qualité. Qualité ne veut pas dire coût exorbitant. C'est-à-dire que quand on dispose d'une structure paysagère existante, comme celle-là, ben on a assez peu de choses à faire, finalement. Et puis, on peut avoir, par exemple, des cheminements qui sont traités de façon très, très modeste, en stabilisé. Enfin, donc, si vous voulez, on met en œuvre des techniques qui ne sont pas des techniques coûteuses, qui sont beaucoup moins coûteuses que de faire de la route partout, comme dans le plus banal lotissement. Ça coûte très cher, ça. Donc, nous, on fait moins cher que ça. Et de meilleure qualité. Voilà. Bon. En matière de logement, c'est pareil. Vous savez, la maison individuelle, c'est ce qui coûte le moins cher à construire. Petite maison, là, coûte pas cher. Ça coûte, on sait faire ça à moins de 1 000 € le mètre carré. Bon. Donc c'est, là encore, et bon, puis évidemment, disons les jeunes couples qui pourraient acheter ces maisons, disons, et ne pas partir acheter un pavillon à 30 km, ne vont pas évidemment se payer des énormes surfaces. Ils ne peuvent pas. Donc on fait des maisons de 4 pièces à 80 mètres carrés, par exemple, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est pas mal. Il y a un jardin, il y a un garage ou pas, d'ailleurs ça dépend des maisons. Il y a des espaces extérieurs qui permettent éventuellement une extension de la maison, une chose qui est importante. Beaucoup de ces logements, même dans les intermédiaires ou les collectifs, sont à rez-de-chaussée, disposent d'un jardin. Donc, vous voyez, etc. Bon, quant aux matériaux, j'ai évoqué la pierre, qui est un matériau que j'aime beaucoup, qui est un matériau qui n'a rien d'antique, hein, qui est très moderne aussi. Et ben, on sait construire en pierre pas cher. Ça existe, je vous montrerai. Voilà. Bon, il faut laisser la place aux autres, peut-être. Oui, on pourra peut-être ajouter, sinon c'est aussi dans la méthode, mais notre méthode n'a rien d'original, je dirais, c'est que nous allons organiser des consultations entre différentes équipes d'architectes et de promoteurs pour tous les îlots à bâtir. Donc ça, c'est normalement source de qualité, parce qu'il y a de l'émulation. Bon, je pense qu'on a su aussi s'entourer tout simplement d'un bon architecte urbaniste. Je pense que ça, c'est aussi très important. Il y a aussi peut-être un autre aspect, c'est qu'on réfléchit à nous passer totalement, peut-être, de l'habitat individuel libre. C'est-à-dire normalement, on devrait faire uniquement que de l'habitat individuel groupé. Ça aussi, c'est une source de qualité, parce que l'habitat individuel libre, on sait ce que ça donne, hein, en matière de qualité du bâti. Hein. Voilà, c'est peut-être un petit peu dans ces... Puis après, on est beaucoup dans le dialogue, enfin pour ce qui concerne la partie équipement, par exemple. L'un des premiers équipements qui va arriver effectivement sur le site, c'est un groupe scolaire privé, donc qui va de l'école au collège.
Et là, il y a eu plusieurs allers-retours entre l'architecte et leur propre architecte qu'ils avaient choisi. Moi-même, j'ai eu aussi à regarder un peu, y compris, on va dire, l'esthétique extérieure du bâtiment, son intégration aussi, pour moi, c'est important. Enfin, M. De Villers insistait sur cet aspect des choses. Ce qu'on veut faire aussi de ce quartier, c'est un quartier de vie. Enfin, bon, ça paraît une lapalissade de le dire, mais de le rappeler. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de quartiers de nos villes aujourd'hui où les gens vivent mal. Et donc, quand on parle de qualité de vie, c'est aussi ça. C'est comment on recrée, à travers une opération d'aménagement et d'urbanisme comme celle-là, du vivre ensemble et surtout, effectivement, de la porosité, de la transversalité entre des équipements qui vont être présents et des habitants qui vont habiter autour, etc. Et pour moi, ça, c'est important. Il ne faut pas que cet équipement scolaire, par exemple, il soit positionné là à un moment donné et que, par exemple, le week-end, ça apparaît comme quelque chose de complètement fermé, recroquevillé. Donc, c'est comment aussi on joue sur ces aspects-là. Y a-t-il d'autres questions sur ce projet ? Juste ajouter un dernier mot pour aller dans le sens de Madame L. La qualité architecturale ou paysagère, elle ne se décrète pas et elle n'arrive pas toute seule. Il faut s'en occuper. Voilà. Donc il y a un dispositif de suivi de l'opération qui est très fort. Il y a beaucoup de présence, beaucoup de faisabilité avant de commencer, de lancer les projets, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Et ce n'est pas pour autant une loi d'airain, ce n'est pas du flicage stylistique non plus. C'est du dialogue, mais c'est beaucoup de temps. Voilà, une question là-bas. Deux parties, j'ai vu qu'il y avait prévu une école primaire et une école privée, collège également. Donc ça me paraît beaucoup pour 950 logements. Je suppose que cela va drainer des constructions qui sont en périphérie. Deuxième partie de la question concernant tout ce qui est économie d'énergie, est-ce que vous avez réfléchi dans le cadre des constructions à des matériaux spécifiques ou à d'autres produits, hein, on a vu des possibilités de construire, notamment dans le sud, avec de l'énergie solaire, etc. D'accord. Oui, alors bien sûr, c'est pas pour rien que ça s'appelle un bâtiment, un quartier durable méditerranéen. Donc évidemment, les exigences énergétiques sont élevées. Et voilà, donc... bon, c'est un écoquartier qui est très étudié de ce point de vue-là. Et puis sur l'autre question, peut-être. Sur les bâtiments scolaires, donc celui qui va se faire, on va dire, à horizon N+2 maximum, en termes, y compris d'inauguration. Donc on est vraiment dans la phase où le permis de construire va être déposé. On est bien sur un établissement privé qui va aller de la maternelle jusqu'au collège et qui, en fait, à l'heure actuelle, est positionné en centre-ville d'Avignon, mais dans des bâtiments qui sont très contraints, y compris en termes de sécurité. Donc l'équipe préfère effectivement se repositionner. Et après, la ville, elle est aussi dans des problématiques, notamment concernant sa démographie scolaire, on va dire. Et à aujourd'hui, il y a une vraie problématique de création d'un équipement scolaire. On est encore en réflexion sur son positionnement, mais effectivement, donc, ça ne sera pas qu'un groupe scolaire pour le quartier Bel Air, mais bien pour l'ensemble, notamment le groupe scolaire qui est situé dans l'immédiate proximité aujourd'hui de ce quartier est un groupe scolaire qui est en élémentaire à 15 classes et en maternelle à 8 classes, ce qui est énorme, quoi. Donc on est dans ces parties-là, et vous allez voir aussi dans le prochain programme qu'il y a un équipement scolaire aussi qui est positionné, parce que c'est vraiment ces quartiers qui sont immédiatement périphériques, qui sont les quartiers populaires, sont avec une démographie qui est très dynamique et qui donc rejaillit effectivement sur la nécessité de construire des écoles sur Avignon, ou en tout cas au moins une dans un premier temps. Juste, excusez-moi, parce que j'ai répondu de façon incomplète à votre question sur l'énergie et le... Bon, vous avez remarqué que pour ces raisons paysagères, hein, les bâtiments sont tous orientés nord-sud. Voilà. Donc, ils ont un côté sud qui est très ouvert, des grandes baies vitrées, puis un côté nord qui est beaucoup, avec quand même des belles ouvertures, mais beaucoup plus isolé, mieux protégé, etc. Et avec simplement ce genre de dispositif, à des coûts extrêmement raisonnables, on fait des bâtiments passifs. Hein, voilà, ça marche assez bien grâce au climat méditerranéen.
Voilà, sur l'énergie aussi, on s'est contraint nous-mêmes, je dirais, enfin, c'est une contrainte qu'on exerce sur toutes les constructions. Globalement, ce quartier devra recourir pour 50% au minimum à des énergies renouvelables. Donc dès les premières opérations, on aura recours notamment à des équipements solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire. C'est sans doute ce que nous allons faire dès le départ. Voilà. Donc on va peut-être passer, si vous le voulez bien, au quartier suivant. Est-ce que vous souhaitez représenter Non.